mais ce qui est intéressant aussi par rapport aux Russes, si on fait un pas plus loin, politiquement, c'est plus simple pour les Russes de se confronter au JNIM. C'est-à-dire dans la communication, voilà. Mais si il y a une coalition... Pourquoi vous dites ça ? Mais parce que le JNIM, c'est le groupe terroriste Al-Qaïda. Voilà. Mais s'il y a une coalition qui se forme autour du JNIM avec d'autres opposants, imaginons avec des officiers de l'armée d'active malienne, je pense que les Russes n'iront pas au coup de feu contre l'armée malienne. Donc ça aussi, il y a l'aspect politique de cette coalition qui pourrait émerger pour une gouvernance, etc. Mais il y a l'aspect tactique militaire qui peut se traduire aussi sur le terrain en mettant du côté les Russes. Et mettons de côté comme acteurs. Parce que les Russes, s'ils veulent garder leur influence au Mali, ils feront comme en Syrie. Ils voudront voir, avec les nouveaux maîtres de Bamako, comment trouver un accord. Ça veut dire ça aussi, il faut le garder en tête. Les Russes sont un acteur très pragmatique. Ils sont toujours au Mali parce que ça leur coûte pas cher d'y être et parce que l'effet stratégique de leur présence au Mali, il est juste énorme par rapport à l'investissement ou la mise de base. Donc s'ils arrivent à continuer à rester avec une mise de base comme ça qui est moindre, ils resteront, peu importe qui prend le pouvoir à Bamako, si ça s'effrite, disons, de l'intérieur. Mais quand même, une grande question reste, pourquoi ils ne s'impliquent pas plus dans la sécurisation des routes ? Est-ce que la question est, ça fait pas partie du contrat ? Est-ce que leur préoccupation première aujourd'hui, c'est de protéger le pouvoir ? C'est-à-dire, s'il y a un coup d'État de l'intérieur par certains militaires, est-ce qu'ils seront là pour protéger ceux qui sont déjà en place ou aider les autres ? Les deux options se posent, sans rentrer dans les détails des méandres des rapports entre les colonels ou les généraux aujourd'hui. Il y a plusieurs options qui sont un peu sous les radars. On parle que JNIM et JUNT, qui peuvent s'imposer d'elles-mêmes et où les Russes pourraient jouer un rôle qui n'est pas du tout prévu à la base, disons. Et pour réagir juste sur ça, il y a des tensions depuis un certain nombre de temps entre les Russes et le gouvernement malien. Justement, Wassim parlait de contrat. Le gouvernement malien a très tôt émis justement ses plaints en fait du montant du contrat. On parlait à un moment de 10 millions de dollars par mois pour s'offrir les services de Wagner. Et en fait, depuis que les Russes sont arrivés, la relation n'a fait que s'effriter. Donc ça pourrait aussi, à mon sens, expliquer l'investissement très limité des Russes sur le terrain, et pour des raisons financières, et aussi parce qu'au sein même de la junte malienne, il commence à y avoir des divergences entre les pro-russes et les anti-russes. D'autant qu'on évoquait la stratégie de conquérir les cœurs et les esprits, les exactions des paramilitaires russes, clairement, n'a pas éloigné les Maliens, ou en tout cas a peut-être bénéficié en partie. Non, c'est pas peut-être, c'est sûr. Moi, j'ai eu l'occasion d'écrire un rapport pour CTC West Point, donc l'école de guerre américaine, sur l'impact de 1 an de Wagner au Mali, donc de l'année 2022. Et déjà là, en 2022, on voyait que ça a renfloué les rangs du JNIM dans le centre d'une manière sans précédent. Et ça a même monté le nombre de candidats aux attentats kamikazes, et ça veut dire c'est scientifique. C'est documenté. C'est pas un papier et c'est venu juste après les massacres de Moura, Nampala, etc., quand encore les Maliens, donc encore la junte malienne, parlait de monter en puissance militaire. L'idée, c'était d'attraper Mohamed Koufa à l'époque. Et ils y allaient en expédition, comme je disais, comme une expédition coloniale vers le village, ils trouvaient pas Koufa. Et donc ils massacraient les gens et au retour ils prenaient des engins explosifs et celle qui disait où pourrait être Koufa n'était autre qu'une de ces femmes qui s'est fait arrêter en passant de Côte d'Ivoire à Bamako et qui disait peut-être que j'aurais pu le voir là ou peut-être qu'il est là ou peut-être qu'il est là et qui elle est encore détenue et qui a été interrogée par les Russes. Donc on voit bien que la stratégie de départ dès le début elle n'était pas bonne, elle était mauvaise. Qui ne vous veut pas du bien à ces femmes. C'est plus une interrogation qu'une affirmation sur la question de sur qui peut compter aujourd'hui la junte. Je m'interroge parce que le Mali, il ne faut pas l'oublier, c'est un grand pays de l'Afrique de l'Ouest, un pays qui fait encore partie de ce qu'on appelle l'UEMOA, ces pays qui utilisent le franc CFA. Est-ce que les voisins, les autres membres, les 6-7 autres membres de l'UEMOA ont intérêt à ce que le Mali se retrouve dans une situation aujourd'hui très compliquée? Je me le demande. Je me demande ce qu'on pense de la situation à Bamako, ce qu'on en pense à Abidjan, à Dakar, ou même à Lomé. Et par ailleurs, j'ai lu il y a quelque temps que les Américains ont repris langue avec la junte et ont amorcé une forme de coopération, notamment sur les échanges de renseignements. Et là aussi, plus qu'une affirmation, c'est une interrogation. Où est-ce que jusqu'où peut aller cette nouvelle coopération et en quoi finalement ça peut aider Bamako, la junte aujourd'hui, à desserrer un tant soit peu cet étau qui se fait de plus en plus. Vous avez la réponse à cette interrogation? L'aide américaine, c'est vrai, mais elle est toujours ponctuelle. Donc ils les aident au coup par coup. C'est pas une stratégie. Quand on parle par exemple de l'engagement turc au Mali, c'est avant tout un engagement commercial. Ça, il faut pas l'oublier. C'est de vente d'armes entre deux compagnies. Donc il y a pas de, même s'il y a des discours grandiloquents derrière. Les Américains, ils aident au coup par coup. Et quand on parle des pays de la région, permets-moi de rappeler qu'ils se sont mis à dos tout le monde.
Ça veut dire qu'il y a quand même des camionneurs ivoiriens qui sont morts pendant le blocus. Si les Ivoiriens demain disent c'est fini, vous n'avez plus le droit de faire commerce avec le Mali, ça va s'arrêter. Pour le moment, ils le disent pas. Même si le porte-parole du gouvernement ivoirien a dit ce sont que des accords commerciaux, nous on n'aide pas directement. Donc ils n'ont même pas envie de dire qu'ils aident directement les militaires à Bamako. La Mauritanie, c'est elle qui prend les réfugiés. Ils se sont mis à dos tout le monde en accusant les uns et les autres de tous les maux. Et donc maintenant, peut-être que pour les pays de la région et les pouvoirs dans la région, ils commencent à anticiper le coup d'après. Est-ce que pour que le Mali se maintienne, il faut soutenir la junte et la porter au bout de bras, et qu'après d'ailleurs on soit accusé à l'ONU d'aider le terrorisme, ou est-ce qu'effectivement il faut essayer d'aller dans le sens d'une nouvelle coalition, d'une nouvelle gouvernance à Bamako qui pourrait prendre langue avec les pays de la région et qui pourrait pour le coup diluer la radicalité des uns et des autres et la radicalité des rapports avec certains pays, même par exemple la radicalité des rapports avec l'Algérie, par exemple. Et s'agissant de la stratégie américaine, je suis complètement d'accord avec Wassim. L'administration Trump aujourd'hui a une stratégie essentiellement opportuniste et qui est basée sur avant tout les intérêts presque personnels de l'administration. Oui, c'est le peu d'égard que Donald Trump a vis-à-vis de l'Afrique, ce grand pays unique. Tout à fait. D'où bien sûr la fin de l'USAID, mais d'où également des investissements, encore une fois, très ponctuels sur certains dossiers. Le deal minier en RDC, également la crise avec les propriétaires afrikaners en Afrique du Sud. Là, au Mali, on pourrait très bien lire un investissement à la lecture déjà de la présence russe, qui reste quand même identifié comme l'ennemi, mais aussi, pourquoi pas, l'or malien. L'ouest du pays est quand même un bassin aurifère extrêmement important. Donc, il y aura certes cet investissement, cette coopération en renseignement, mais là encore, les Américains ne vont jamais se risquer à mener des opérations dans le pays. Je voudrais qu'on dise un mot, on l'a évoqué rapidement, des pays, deux pays qui regardent sans doute de très près ce qui se passe au Mali, que sont le Burkina et le Niger, un risque d'effet domino. Oui, il y a un vrai risque d'effet contagion, à mon sens surtout au Burkina Faso, où on a quand même 2/3 du pays qui est contrôlé par les groupes djihadistes. Mais pour l'instant, ce qui, entre guillemets, préserve le Burkina, c'est qu'on a un autoritarisme qui est encore plus fort qu'au Mali, avec une très très forte répression des mouvements d'opposition, avec également un investissement assez conséquent des forces d'autodéfense, même si là encore c'est quand même des forces qui sont à mon sens envoyées pour se faire massacrer, mais pour l'instant voilà, Ibrahim Traoré est paranoïaque et tient d'une main de fer le pays, mais on a quand même les forces burkinabées qui ont toujours été très fragiles, ce qui explique l'occurrence passée de coups d'état militaire. Donc là encore, le JNIM pourrait également provoquer un nouveau coup d'état militaire au Burkina Faso. Et cet axe malo-burkinabé, s'il venait à s'effondrer, serait profondément déstabilisateur pour l'ensemble de la sous-région. Après, c'est vrai, comme l'a dit Djanabou, déjà le JNIM contrôle 2/3 du pays. Et il faut aussi, comme on l'a dit en début de propos, le JNIM est un acteur politique aussi. C'est-à-dire ils savent très bien que Ouagadougou, jamais ils ne pourraient mettre un pied à Ouagadougou. Il y a une population, la formation même de la population même, et son hostilité au groupe djihadiste, elle fait en sorte que ce qu'ils ont à l'heure actuelle, on n'est pas loin du maximum de ce qu'ils peuvent avoir. En termes de rayonnement, disons, territorial, sans oublier qu'ils sont en guerre avec l'État islamique. Il y a encore quelques jours, il y a eu une bataille où plus de 36 morts du côté du JNIM donc, ont été tués par l'État islamique. Et ça, pour ne pas être très long dans les détails de cela, ça les occupe beaucoup. Même peut-être plus que... oui, plus. Bataille, ouais. Parce que l'acteur le plus dangereux pour le JNIM, c'est l'État islamique et vice-versa. Parce qu'il n'y a que eux qui peuvent phagocyter, disons, les troupes des uns et des autres. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. Vous le rappeliez récemment dans ça un podcast. Ça n'a pas toujours été le cas, c'est vrai, parce qu'avant tout, c'est des relations d'hommes entre hommes. Et donc là aussi, pour ne pas être très long, le fait que certains des anciens ont été tués, que ce soit par les armées françaises, que ce soit par les armées locales ou au combat, a fait que les nouveaux n'ont pas les mêmes affinités. Et donc la guerre qui a éclaté, en l'occurrence en Syrie, à cause de l'actuel président syrien, entre Al-Qaïda et l'État islamique en 2013, elle est arrivée au Sahel en 2019 et elle continue de faire rage encore aujourd'hui. Donc la question est légitime. Est-ce qu'il y aura un effet domino pour ce pays? Mais on est déjà dans le domino. Donc qu'est-ce qui peut arriver de plus? Ça veut dire qu'est-ce qui peut arriver de plus que l'État islamique kidnappe un pilote américain au cœur de Niamey, 2 ressortissantes, une Suissesse et une Autrichienne à Agadez? Qu'est-ce qui peut être plus que le JNIM tape à Samaka, à côté du passage frontalier au Niger? Ça veut dire on est déjà très très loin dans le domino. Et si la question, juste pour prolonger le propos de Wassim, si la question, sur la question de la contagion, on y est, il y a plus factuellement on y est, mais si la question veut dire est-ce que le scénario qu'on observe à Bamako
Bamako avec ce blocus qui met très profondément à mal la gouvernance à Bamako. Est-ce qu'on peut l'observer à Ouagadougou ou à Niamey? C'est peut-être naïf, mais moi j'ai tendance à dire que est-ce que le JNIM a les moyens d'ouvrir plusieurs fronts simultanément? Est-ce que le JNIM a les moyens de conserver Bamako sous pression et ouvrir simultanément Ouagadougou et Niamey? Je n'en suis pas sûr. On revient à la question des relais. Exactement. Ça dépend. Après, ils n'ont pas les... Dans chaque pays, ils ont en tout cas la liberté de décider des objectifs opérationnels dans chaque pays. Et pour à la fois une force et une faiblesse? Oui, effectivement, parce que ça les préserve quand ils sont tapés et continuent à être opérationnels. Mais par ailleurs, pour le JNIM, comme pour l'AES, le cœur du réacteur, c'est le Mali. Ce qui se passe au Mali aura un impact ailleurs, et ça, le JNIM est très clair là-dessus, et l'AES aussi, et c'est par ailleurs qu'on voit aussi aujourd'hui ce paradoxe aujourd'hui, où c'est le JNIM qui se mouvoie dans les 3 pays et au-delà, sans entrave. C'est pas les armées locales. Donc est-ce qu'il a les moyens de mettre un effort sur 3 capitales en même temps? Je ne sais pas, mais il peut faire bouger ses forces sur l'une ou l'autre. Et ça, c'est déjà beaucoup. À propos de moyens, on ne l'a pas évoqué, un mot de la politique des otages menée par le JNIM. Wassim, vous révéliez il y a quelques jours le montant de la rançon payée pour faire libérer un otage émirati, 50 millions de dollars. 50 millions, ouais. Manne extraordinaire. Oui, tout à fait. Là encore, c'est un mode de financement assez classique des groupes affiliés à Al-Qaïda, les rançons d'otages. Là, ce qui était différent, c'est en effet le montant. On se rappelle que même pour la libération des otages, donc qui incluait Sophie Petronin, on était plutôt autour de 10 millions d'euros. En dépit des délégations. Tout à fait. Pour 3 otages. Et alors là, certains ont même évoqué la fourchette de 70 millions de dollars, donc ce qui est énorme. Clairement, encore une fois, c'est un mode historique, mais ce qui est aussi intéressant ces derniers temps, c'est qu'on a un ciblage de plus en plus important d'otages étrangers issus d'Asie et d'Europe de l'Est. Ce qui, à mon sens, révèle à la fois déjà que la denrée qu'est l'otage occidental se fait de plus en plus rare, déjà puisqu'il y a des évacuations et les otages occidentaux sont de plus en plus prudents dans leur déplacement, mais aussi parce qu'il y a un ciblage des intérêts économiques de ces pays-là, notamment des sites industriels et miniers chinois. Et pour moi, c'est encore une fois un message du JNIM envoyé envers les investisseurs et les partenaires du régime pour leur faire peur, pour les pousser du coup à rompre leur partenariat et encore une fois paralyser l'économie malienne et également un narratif important du régime qui s'est quand même porté au pouvoir en disant nous diversifions nos partenariats, nous avons de nouveaux partenaires sur lesquels nous pouvons compter, et en fait le JNIM vient mettre à mal ce narratif-là en effrayant ces nouveaux partenaires potentiels. Après juste un petit, effectivement, donc pour la rançon entre 50 et 70, après il y a eu beaucoup de millions. Donc voilà, c'est beaucoup de millions, c'est exceptionnel parce que de par la nature de l'otage en soi, donc c'est un général à la retraite émirien qui fait partie de la famille régnante Al Maktoum à Dubaï. Sachant que l'Arabie Saoudite ne le savait pas, je crois. Non, voilà, pour la petite histoire, ils ne le savaient pas. Il y avait une activité d'aéronefs là-bas. Ils ont attaqué la facilité en pensant que c'était quelque chose qui appartenait à l'armée malienne. Et ils tombent sur un Émirien. Ils disent on a un Émirien, qui est-ce? Et donc c'est un homme assez âgé en fait. Et donc ils le prennent. Et je sais, j'ai pas de certitude, mais je doute qu'ils ont eu la vraie identité par voie de presse quand cette identité a été dévoilée. Et là, la rançon a explosé. Et juste rester un petit peu là-dessus, il y a eu beaucoup de rumeurs sur 20 tonnes de munitions, d'où le gap entre 50 et 70 millions. Mais bon, 20 tonnes de munitions, je pense que le JNIM, déjà, il faut les acheminer. Par quel pays? Et pour aller chercher dans chaque cartouche, c'est un traceur. Voilà, il faut y aller. Donc, il y a eu peut-être de l'armement, mais plutôt des canons de 14,5 ou de Zo-23, mais pas 20 tonnes de munitions. Et moi, ça m'a été dit par une source, mais une source quand même qui est pas mal, comme quoi les munitions étaient remplacées par de l'argent, et donc les 20 millions. Et dernière chose, le JNIM, au-delà du fait qu'il sait là où il peut chercher l'argent avec les nationalités qu'on a citées, il a aussi une politique maintenant de ne pas prendre d'otages occidentaux, ne pas prendre d'occidentaux en otage. C'est sa politique pour le moment, il le fait savoir. Un mot à propos des occidentaux pour conclure, Stéphane. On a entendu ces derniers jours le patron ici de la DGSE s'inquiéter du risque de projection ici en Europe venue de cette poussée djihadiste au Sahel. Qu'en pensez-vous? Je vais vous dire ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu et ce que j'en déduis. Est-ce que, en gros, la question simplement, est-ce que la situation au Mali ou au Sahel en général
peut avoir une conséquence ici en France ou en Europe de manière sécuritaire. Je pense que non, tout simplement. Je pense que le djihadisme tel qu'on le vit, tel on l'analyse, on le voit au Sahel, n'a pas les moyens de cette organisation. J'entendais un de nos confrères qui parlait récemment de logistique, et je pense qu'il a tout à fait raison. Est-ce que les groupes armés qui opèrent aujourd'hui dans le Sahel ont cette capacité logistique d'organiser une opération à plusieurs milliers de kilomètres du Sahel? Je n'en suis pas sûr. On est dans une région quand même, il faut le dire, où les infrastructures physiques et même, j'allais dire, en termes de télécommunications sont très pauvres. Organiser une opération projetée dans ce contexte-là me paraît compliqué. Analyse partagée, un mot. La denrée rare pour projeter une équipe comme celle du 13 novembre, c'est d'avoir des djihadistes locaux, donc français, belges. Hein. Là, ça n'existe pas au Sahel. Le seul attentat préparé depuis la zone élargie, disons, et qui a réussi en Europe, c'est l'attentat de Manchester en 2017, préparé par 2 frères libyens et britanniques qui étaient dans la rang de l'État islamique, quand l'État islamique avait une assise en Libye, donc sur la côte, et les 2 avaient la nationalité britannique aussi. Ça, aujourd'hui, ça n'existe pas au Sahel pour le moment. Le champ d'action reste le Sahel. D'un mot. Les groupes sahéliens sont des groupes qui ont une très forte implantation locale et qui se sont même endogénéisés. On se rappelle qu'ils provenaient à l'origine d'AQMI, c'était à l'origine des Algériens du Nord, et maintenant c'est des groupes, comme disait Wassim, une organisation transethnique, mais vraiment voilà, une implantation très endogène. Donc c'est mal comprendre la menace de s'imaginer une exportation en France, et aussi mal comprendre dans le sens où on a un mouvement politique, ça a été dit plusieurs fois sur le plateau, on a un mouvement insurrectionnel politique et pas un djihadisme comme on a pu le voir avec Daesh. Dirigé par un Malien, on l'a dit tout à l'heure. Merci infiniment à tous les 3 d'être venus.